merci à tous de suivre RTI 1 ce lundi 15 juillet. Ils sont en fin de mission sur le sol ivoirien. L'ambassadeur des Pays-Bas et celui de Belgique ont été faire leurs adieux au président Alassane Ouattara. Ils ont relevé la qualité des relations bilatérales et de la coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire avant de remercier le gouvernement pour son soutien. Le troisième forum de la diaspora ivoirienne s'est ouvert ce matin. Plus de 1,2 million d'Ivoiriens vivent à l'étranger et génèrent chaque année près de 180 milliards de francs CFA de flux financiers, avec environ 10 milliards d'investissements directs. Il s'agit de les inciter à s'impliquer davantage dans le développement du pays. 84,48% des candidats au CEPE ont été déclarés admis, soit 447 399 nouveaux diplômés. La phase de réclamation s'ouvre aussi ce lundi. Elle se poursuit jusqu'au dimanche 21 juillet avec les résultats du jury spécial le mardi 23 juillet. Les douanes ivoiriennes enregistrent de belles performances. Au premier semestre 2019, un peu plus de 916 milliards ont été mobilisés pour un objectif initial de 906 milliards, une plus-value de 10 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous. Les ambassadeurs des Pays-Bas et de la Belgique en fin de mission en Côte d'Ivoire ont été reçus par le chef de l'État ivoirien. L'ambassadeur belge a annoncé l'ouverture prochaine à Abidjan d'un bureau régional de la Banque de développement belge, le premier du genre en Afrique, ainsi que la mise en œuvre d'un programme de formation aux techniques d'exploitation du diamant. Fijanaïma. Reçu ce lundi 15 juillet au palais présidentiel, l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Robert van den Doel, est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara, avant de regagner son pays. En poste pendant presque 3 ans en Côte d'Ivoire, il part avec une haute estime de la gouvernance du chef de l'État ivoirien et affiche son optimisme quant à la bonne tenue du scrutin électoral de 2020. On a vu une grande amélioration du climat des affaires et le retour à la stabilité et la paix du pays à partir de 2011 a aidé le développement des liens économiques entre les deux pays fortement. Et on était très heureux de voir que les préparations pour les élections en 2020 sont bien en cours. Et il y a des discussions avec nos collègues des États membres de l'Union européenne d'accompagner ce processus très activement. L'ambassadeur Robert van den Doel compte mettre à profit l'expérience qu'il a acquise en Côte d'Ivoire pour réussir sa mission dans son nouveau poste d'affectation au Soudan. En fin de mission également, l'ambassadeur de Belgique, Hugues Chantry, a fait lui aussi ses adieux au président de la République Alassane Ouattara ce lundi 15 juillet au palais présidentiel. Après 4 années de présence en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Hugues Chantry se félicite du bilan de sa mission en Côte d'Ivoire. Les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Belgique se sont intensifiés, que le nombre d'entreprises belges qui investissent en Côte d'Ivoire a augmenté. En matière de coopération, nous avons pu, il y a 2 ans, relancer la coopération militaire, puisqu'il y a maintenant des officiers ivoiriens qui se forment à l'école royale militaire. Nous avons également la chance, dans quelques semaines, d'avoir normalement l'ouverture ici à Abidjan du bureau régional de Bio. C'est la Banque de développement belge qui va donc maintenant avoir son tout premier d'ailleurs bureau régional ici en Afrique. Ce sera en Côte d'Ivoire. Nous avons également eu des programmes de formation dans le domaine du diamant pour aider les spécialistes ivoiriens à correctement évaluer le prix des pierres avant exportation. Il est vrai que j'ai été aidé en cela par le soutien continu que j'ai reçu des autorités ivoiriennes qui étaient toujours à l'écoute de l'ambassade de Belgique. Et j'ai été également aidé par le soutien que j'ai reçu de Bruxelles, de ma capitale, puisque j'aurais eu le plaisir de voir son Altesse Royale, la princesse Astrid, rendre visite à Abidjan, juste au moment où j'étais en poste à Abidjan. Et évidemment, vous pouvez imaginer que c'était
un sérieux coup de pouce que j'ai beaucoup apprécié. L'ambassadeur de Belgique, qui achève sa mission, a assuré que son successeur poursuivra dans cette même dynamique le travail entrepris. Hier, 14 juillet, date anniversaire de l'indépendance de la France, le chef de l'État ivoirien et son épouse ont pris part à la célébration à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. L'occasion de célébrer les points forts d'une coopération qui s'enrichit notamment dans les domaines de la sécurité et de l'éducation. Alexis Ouedraogo. Il est 19h30 lorsque le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse font leur entrée à la résidence de l'ambassade de France. La Côte d'Ivoire aux côtés d'une république amie pour célébrer une date historique. Un 14 juillet, c'est d'abord un jour de fierté nationale. Et notre première fierté ce soir, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, c'est votre présence. Point fort d'une coopération qui s'enrichit de plusieurs acquis, notamment dans le domaine de l'éducation, le double diplôme ivoiro-français est désormais une réalité. Dans plus de 80 filières qui vont du doctorat à la licence professionnelle, quand un étudiant obtient son diplôme ivoirien, en même temps, il obtient son diplôme français. C'est une avancée remarquable. Mais dans le même temps, la France doit rester ouverte, notamment aux étudiants. Je relève que cette année encore, le nombre de demandes de visa pour la France a augmenté de près de 10%, avec un taux de délivrance très élevé de 70%. Et pour marquer l'excellence de cette coopération, des visages d'Ivoiriens ayant remporté des distinctions. Mademoiselle Sephora Adjoumani rejoint en septembre le prestigieux collège militaire d'Autun dans le cadre du jumelage avec le MPT de Blaingerville. Pierre-Richard Daufonsou est le major du bac 2019, tous établissements confondus, avec une moyenne de 19,32 sur 20. Bénédicte Johan, Émilienne Koulibaly et Guy Calou au Festival de Monaco pour le film Camissa. Nous sommes fiers de vous soutenir. La fête a pris fin avec Balpoussière. En se rend en République du Congo, le président du Sénat de Côte d'Ivoire a pris part au sommet panafricain de haut niveau sur le financement du VIH et de la santé à Brazzaville. Ahoussou Kouadio-Jano a été reçu par le président congolais. Herman Guivet, envoyé spécial à Brazzaville. Palais présidentiel de la République du Congo. Le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Ahoussou Kouadio-Jano, reçu en audience par le président de la République du Congo, son Excellence, Denis Sassou Nguesso. 1h45 d'échange, divers sujets abordés, les actions de développement engagées dans les deux États, la coopération parlementaire, économique entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Je voudrais remercier le président Sassou Nguesso d'avoir accepté de me recevoir sur recommandation du président Alassane Ouattara, son frère le président Alassane Ouattara. Nous avons échangé, parlé de la situation générale de l'Afrique, la Côte d'Ivoire en particulier, et tout le développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé aussi sur tout le travail qui est fait aujourd'hui en République du Congo. Nous voyons que le Congo est en train de refleurir. Ensuite, nous allons parler de la zone, la ZELEC, la zone économique de libre-échange en Afrique. Comment est-ce qu'on devait construire des infrastructures pour accélérer le commerce en Afrique. Parler de la fraternité qui a entre lui et le président Alassane Ouattara. Cette fraternité existe aussi par transition entre le président du Parlement congolais et moi-même, le président du Parlement ivoirien. Donc nous avons salué cette fraternité et recommandé qu'il fallait qu'elle continue. Le président du Sénat ivoirien a félicité les autorités congolaises pour l'excellence de l'accueil réservé aux délégations participantes au sommet panafricain de haut niveau sur le financement du VIH et de la santé et la qualité de l'organisation de ce sommet international. Ahoussou Kouadio-Jano, le président du Sénat de Côte d'Ivoire, a eu un tête-à-tête avec le président du Sénat congolais, Pierre Mbolo.
La 3e édition du Forum de la diaspora ivoirienne a démarré ce lundi à Abidjan. La rencontre ouverte par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a réuni les Ivoiriens vivant à l'extérieur et entend les encourager à s'impliquer davantage dans le développement de la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Ils sont un peu plus d'1 200 000 Ivoiriens à vivre à l'étranger. Une diaspora qui génère chaque année quelques 180 milliards de francs CFA de flux financiers et réalise plus de 10 milliards de francs CFA d'investissement direct. Une manne importante qu'entend capter l'État ivoirien. L'objectif de ce forum, c'est de voir comment la Côte d'Ivoire pourrait maximiser les 180 milliards de francs CFA qu'elle reçoit par an des transferts des fonds. Car seuls 10 milliards de cette somme vont à des projets productifs. C'est totalement insuffisant. Si le regard sur l'immigration n'a pas fondamentalement changé, dans les enceintes internationales, il est reconnu que le transfert d'argent vers l'Afrique par la diaspora induit des effets importants de développement. Tout au long de ces 2 jours de débat, il s'agira de répondre à la question suivante. Quelle politique mettre en œuvre pour maximiser ce potentiel de développement? Autrement dit, quelle approche novatrice faut-il privilégier pour inciter notre diaspora à prendre toute sa part dans le développement de notre pays? Pour le chef du gouvernement, c'est aujourd'hui le temps pour la diaspora de s'approprier sa mission au service du développement. Il s'agit de capter et de tirer le meilleur profit de cette richesse en expertise et en compétences dans des domaines variés. Je voudrais donc, à la suite du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, lancer à nouveau un appel pressant à l'ensemble de la communauté ivoirienne expatriée pour lui dire que la Côte d'Ivoire leur offre aujourd'hui un environnement des affaires attractif, d'immenses opportunités et des mécanismes d'accompagnement efficaces pour un avenir radieux ici dans leur pays. Et l'État veut aller plus loin en impliquant la diaspora pour des solutions pérennes. Je reste convaincu que ce forum nous permettra de poursuivre l'enrichissement de notre politique sur la gestion de la diaspora. Nous attendons également que des stratégies concrètes et innovantes soient proposées par les Ivoiriens de l'extérieur eux-mêmes pour la construction de véritables partenariats de groupes d'entreprises compétitives capables de s'insérer dans la durée dans le tissu économique national. La rencontre a vu la signature d'un accord entre le Fonds de solidarité africain et l'État de Côte d'Ivoire et devra permettre la mise en place d'un mécanisme de soutien aux investissements de la diaspora dans le pays. Dans l'enseignement supérieur, les épreuves orales du brevet de technicien supérieur BTS ont démarré aujourd'hui. 56 414 candidats font face à cette première étape du 15 au 20 juillet prochain. Serge Coléa. Il est 8h30 ce lundi 15 juillet. Nous sommes dans un centre d'examen du BTS à Cocody. Candidats, enseignants et responsables ont répondu présents pour l'entame des épreuves orales du brevet de technicien supérieur session 2019. On est un peu stressé, voilà. C'est vrai qu'on a eu le temps de se préparer, mais on n'est jamais prêt. Salle de composition, tableau d'affichage, matériel informatique, tout est prêt pour accueillir les candidats. Nous avons ici sur ce centre 180 enseignants. Je pense que ceux qui ont été invités pour cette journée sont tous là. Nous avons eu la réunion technique. À partir de là, on les a affectés dans les salles. Pour veiller au bon déroulement de cette première phase du BTS, le ministre Albert Mabritoakus a dépêché Ibrahim Lokpo. Le directeur général de l'enseignement supérieur appelle les uns et les autres à plus de responsabilités. Nous avons eu à sensibiliser ce matin tous les acteurs, les interrogateurs, pour leur dire que nous sommes là tous responsables de notre pays et qu'il faudrait faire en sorte que notre diplôme, le BTS, soit crédible. Et nous avons signifié clairement aux acteurs que celui qui s'est fait prendre, il va être sanctionné. Même ambiance dans la commune du Plateau. Dans ce centre, l'heure est à la concentration avant l'oral professionnel d'informatique.
C'est bien organisé. Il y a le tableau d'affichage, tonton de passage. Je me suis préparée, donc je n'ai rien à craindre. Du 15 au 20 juillet, 56 414 candidats seront évalués. Les épreuves écrites et les pratiques professionnelles des filières industrielles et tertiaires débuteront le 22 juillet pour prendre fin le 3 août 2019. Du côté de l'enseignement primaire, les résultats du CEPE ont été proclamés ce lundi. Sur 529 595 candidats inscrits, 447 399 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 84,48%, une légère hausse par rapport à l'an dernier où la moyenne nationale était de 83,57%. 529 595 candidats ont pris part aux compositions. Sur cet effectif de présent, 447 399 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite à la session 2019 de 84,48% contre 83,57% en 2018 et 80,98% en 2017. Les candidats et leurs parents doivent savoir qu'ils disposent, comme c'est la règle au CEP, de 7 jours pour introduire leurs réclamations. Les suites des requêtes introduites seront proclamées le mardi 23 juillet 2019 à 9 h après la tenue des jurys spéciaux. Dans la plupart des établissements scolaires, l'ambiance était plutôt festive à la proclamation de ces résultats. Certaines écoles affichent un taux de réussite de 100%. Théodore Zouzou et Franck Quadio. Groupe scolaire de Plateau Nord dans la commune de Cocody. Nous sommes à 15 minutes de la proclamation des résultats du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Anne-Marie, candidate, est venue avec sa mère. La confiance est de mise. La première fois que je fais le CMD, je sais ce que je vais passer. On a travaillé, je suis sûre que ma fille va avoir. 14h15, c'est le moment des résultats. Confirmation de l'optimisme de Anne-Marie, elle est admise. Je suis très contente parce que j'ai bien travaillé plus pour que mes parents soient fiers de moi. Je suis très contente pour ma fille. Ambiance contrastée, joie et tristesse au moment où nous quittions les lieux. Même décor au groupe scolaire Aris Dabobouté, commune d'Abobo. J'ai eu 152,56. Je suis heureuse. Depuis le CP1 déjà, nous avons commencé à préparer son entrée en 6e. CPE 2019, une hausse de près d'1% cette année, selon les statistiques au plan national. 84,48% de réussite contre 83,57% l'année dernière. 100% d'admis dans le village de Tchedjele à Gagnoa dans la région du Fromager. Un record historique dans la localité. Eugène Atoubé. C'est la joie chez ces enfants, heureux de leur réussite à l'examen du CEPE. Nous sommes à l'EPP Tchedjele, village de la commune de Gagnoa, jour de la proclamation des résultats du CEPE. Dans ce centre, l'excellence prônée par le gouvernement et les autorités éducatives trouve son illustration. 100%. Avec 155,04 points à part Nomel Jean-Christ. « 100% de réussite à l'examen du CEPE, les élèves du village de Tchedjele ont fait fort cette année. Ils font la fierté de leurs enseignants et honneur à leurs parents qui ne ménagent aucun effort malgré leurs conditions de vie difficiles pour assurer à leur progéniture de bonnes conditions de travail. Ils sont eux-mêmes sensibilisés par les enseignants à l'idée que l'école peut garantir l'avenir de leurs enfants. Merci aux élèves, merci aussi aux parents qui ont bien voulu écouter nos conseils, qui ont mis ces conseils en pratique et qui nous ont donné ce merveilleux résultat. Le président de la République qui a mis à la disposition de Tchedjele un groupe scolaire
Tout récemment, nous avons bénéficié de 6 nouveaux logements. Le secret, c'est les moyens. Le secret, c'est la rigueur, c'est le travail. Je souhaite que demain, on dise à Kéguélé, j'étais ancien élève de Kéguélé, je suis ministre. J'étais ancien élève de Kéguélé, je suis directeur général. Les enfants qui ont toujours rêvé d'intégrer les collèges de Gagnoa et ses environs sont comblés. Ils vont abandonner leur culotte pour le pantalon et apprendront l'anglais, et juste au prix de leur ardeur au travail. Après la proclamation des résultats, la phase de réclamation s'est ouverte ce lundi. Elle se poursuit jusqu'à dimanche et les résultats du jury spécial seront connus le mardi 23 juillet. La 8e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire s'est ouverte aujourd'hui à Agboville, dans l'Agné-Bitiassa. 142 groupes et plus de 1000 festivaliers sont en compétition, et cela dans 10 disciplines culturelles. Isaïo. Défilé des festivaliers, prestations de jeunes poètes et artistes. Le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FESNAC-MIS, 8e édition, vient d'ouvrir ses portes à Agboville. Pendant 5 jours, plus de 100 groupes vont montrer leur talent et leur savoir-faire en matière d'art dans la capitale de l'Agné-Bitiassa. Ce festival, c'est la promotion de la culture. Parce que nous commençons le festival dans les écoles, ensuite des compétitions au niveau communal, au niveau régional et au niveau des districts. Les cadres de la région saluent le choix de leur cité pour abriter ces festivités. C'est une grosse responsabilité de recevoir des milliers d'enfants. C'est pas aisé, donc il faut réussir à leur permettre d'assurer une bonne compétition, mais surtout d'être dans des bonnes conditions, de terminer ce festival et de rentrer chez eux sains et saufs. L'Agné-Bitiassa, c'est la région d'un grand musicien de ce pays, Aspro Bernard. Il est important donc de savoir que c'est un hommage rendu à cette région qui aime l'art, qui aime la culture, qui aime la musique. Tout en rendant hommage à la première dame, Dominique Ouattara, pour ses nombreuses actions en faveur de l'éducation en Côte d'Ivoire, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle exhorte les jeunes à l'entrepreneuriat. Le FENAC-MIS est un axe important de la politique de développement de l'entrepreneuriat dans nos écoles, car il vise la promotion des valeurs citoyennes et éco-citoyennes. Il vise fondamentalement la connaissance et la pratique des métiers des arts et de la culture, la création d'entreprises culturelles, la valorisation de l'industrie culturelle, l'exaltation et l'enrichissement du patrimoine culturel national, le brassage interculturel, la promotion du vivre ensemble dans une dynamique du développement durable. 10 disciplines sont retenues afin de mettre en exergue le génie créateur des élèves à cette 8e édition du FESNAC-MIS, ayant pour thème civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Le festival prend fin le 20 juillet prochain. Les douanes ivoiriennes ont mobilisé un peu plus de 916 milliards de francs CFA au premier semestre 2019. Elles avaient un objectif de 906 milliards à recouvrer et c'est une plus-value de 10 milliards de nos francs. Lanciné Bakayoko. Sur les 916 milliards de recettes collectées au premier semestre 2019, les droits et taxes sur les marchandises générales se taillent la part du lion avec 474 milliards contre 206 milliards pour les produits pétroliers. Quant aux recettes à l'exportation, elles se lèvent à 221 milliards. Au titre de la mission de protection et de sécurisation des populations, plus de 620 tonnes de marchandises illicites ont été saisies. Il s'agit essentiellement de produits pharmaceutiques prohibés, de stupéfiants et d'articles de contrebande. En ce qui concerne la lutte contre la criminalité transfrontalière, environ 3 milliards de francs CFA ont été interceptés en une seule prise à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Toutes ces opérations ont été réalisées grâce en partie au déploiement de scanners sur les différents sites frontières. Pour l'année 2019, l'objectif de recettes assigné aux douanes ivoiriennes est de 1 886 milliards de francs CFA.
L'assainissement de l'espace publicitaire se poursuit dans le district d'Abidjan. Le ministère de la Communication et des Médias a lancé l'opération de démantèlement des dispositifs publicitaires irréguliers. Près de 80 panneaux sont concernés par cette première phase. Jean-Marc Djadji et Didier Nguissan. Assainir et réorganiser le secteur de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du ministère de la Communication et des Médias. Le ministre Sidi Timoko Touré et le Conseil supérieur de la publicité ont lancé l'opération de démantèlement de panneaux publicitaires au carrefour du district d'Abidjan. Après une visite à Port-Boué sur l'un des 5 carrefours identifiés, le ministre a procédé symboliquement à la destruction de dispositifs publicitaires illégaux à Djamé. Ces panneaux publicitaires démantelés violent les dispositifs du décret 2007 sur l'affichage publicitaire. Les différents acteurs qui sont les régies ont été sensibilisés depuis bientôt plusieurs mois sur le respect des modalités d'exercice de leur métier. Parce que vous constaterez comme moi, tous les différents carrefours sont pollués par des installations anarchiques de panneaux publicitaires, ce qui est interdit par le décret de 2007. Et par ailleurs, dans le même décret, il est recommandé l'interdistance de 75 à 150 mètres selon les conditions entre les différents panneaux, ce qui n'est pas le cas. Pour la première phase, plus de 80 panneaux dans le district d'Abidjan sont concernés par l'opération. Après moult sensibilisations, lancée effectivement l'opération de démantèlement systématique de tous les panneaux qui sont en infraction sur toute l'étendue du territoire national. Dorénavant, force doit demeurer à la loi par rapport à l'exercice du métier d'afficheur en Côte d'Ivoire. Et c'est ce message fort que nous avons voulu passer aux différents acteurs qui sont encore réticents, qui pensent qu'ils peuvent prospérer dans le désordre. Le démantèlement s'inscrit dans une phase de coercition après le recensement de 1623 dispositifs implantés en violation de la réglementation sur l'affichage publicitaire. Le projet SUID veut mobiliser 55 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Des ressources pour accompagner la mise en œuvre d'activités pour l'autonomisation de la femme dans les 7 pays membres de l'organisation. Les ministres en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté de ces pays sont réunis à Niamey, au Niger. Mamadou Kouassi. La mobilisation de 55 milliards de francs CFA par l'État pour les 5 prochaines années au sein d'une table ronde dans la capitale du Niger. Les ministres en charge de la lutte contre la pauvreté des pays membres du projet SUED se concertent pour la mise à échelle des projets d'autonomisation des femmes des pays du Sahel. La ministre Maria Toukone, présidente du comité régional de pilotage du projet SUED, soutient que cette mobilisation de ressources est la résultante des efforts consentis dans la phase 1 de ce programme en vue de contribuer à son extension. Dans la plupart des pays au sud du Sahara et particulièrement dans le Sahel, la dynamique démographique reste marquée par un fort taux de fécondité, au-delà de 5 enfants par femme, également une forte proportion de la population des enfants de moins de 15 ans et un fort taux de dépendance. Ce contexte engendre des exigences budgétaires énormes pour la satisfaction des besoins sociaux sans cesse croissants, ce qui laisse peu de ressources disponibles pour le développement économique et pour le bien-être. Notre objectif est d'accélérer la transition démographique et réduire les inégalités de genre dans la région. Pour y arriver, la ministre Maria Toukone et ses pairs, membres du projet SUED, comptent sur le soutien des organisations internationales et sur le secteur privé. La mobilisation des ressources, selon le professeur Maria Toukone, permettra de contribuer à l'autonomisation des femmes et aussi assurer une éducation à la jeune fille et contribuer également dans la prise en charge des jeunes filles déscolarisées. Un panel sur l'éducation de la jeune fille a permis à la ministre Kandia Kamara de présenter les acquis de la Côte d'Ivoire. On avait un taux de scolarisation de 72% en 2009. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de scolarisation de 91,3%. L'école est gratuite en Côte d'Ivoire pour le moment en ce qui concerne le préscolaire et le primaire. Donc les kits et manuels scolaires sont distribués gratuitement à tous les enfants. Donc le fait de rapprocher l'école des populations a permis aussi aux parents de scolariser leurs enfants. Déjà, 600 millions de personnes ont été sensibilisées sur les mariages précoces, les violences basées sur le genre, la promotion de l'éducation des filles et l'accès aux services de santé de la reproduction. Le SUED est le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique.
Le nombre de pays membres de cette organisation pourrait passer de 7 à 11 d'ici à 2020. Un mot de religion pour terminer, pèlerinage à la Mecque. On note le premier départ pour le contingent étatique en direction de la Terre Sainte d'Arabie Saoudite aujourd'hui, lundi soir. Voilà, merci de votre attention. Le 23h, ce sera avec Marine Cognan. Suivez-nous également sur les www.rti.ci. Très bonne fin de soirée à tous.